Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning. On est le média pour les Français aux États-Unis depuis plus de 18 ans. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui apparemment attire beaucoup de monde puisque vous êtes plus de 350 à vous être inscrits aujourd'hui. On va voir comment préparer sa retraite entre la France et les États-Unis. Le premier expert qui va intervenir aujourd'hui, c'est Philippe Plantadi de Nouvelle Vie Retraite, expert reconnu de la retraite internationale, accompagnant des expatriés partout dans le monde depuis plus de 10 ans et aidant à l'optimisation de leurs droits multi-pays. Le second, c'est Alexandre Quentin, cofondateur et Wealth Management Advisor chez USA France Financial Group. Il accompagne plus de 1500 familles dans leur placement transatlantique. Il fait partie notamment de la liste des 100 meilleurs conseillers Forbes 2025. Et last but not least, Olivier Sureau, expert comptable, diplômé en France et CPA aux États-Unis. Il dirige notamment le Family Office et le service dédié aux entreprises du groupe USA France Financial. On est en direct, on va répondre à toutes vos questions à la fin, mais vous pouvez déjà les mettre dans la section Q&A si c'est en anglais. Si vous êtes sur un Zoom en français, c'est Q&A, c'est juste en bas. On est aussi en direct sur LinkedIn, donc si vous avez des questions, posez-les. On y répondra. J'ai accès à vos questions. Et si vous voyez des QR codes s'afficher sur les slides, puisque là, on va tout de suite vous partager notre écran, vous pouvez les scanner directement avec votre téléphone pour prendre rendez-vous avec l'expert qui intervient. Allez, Philippe, je te laisse du coup partager ton écran et puis je te donne la parole. Moi, je reviens à la fin pour vous poser les questions de l'audience. Merci. Merci Romain, bonjour à tous, bonjour Olivier, bonjour Alexandre. Donc je suis Philippe Lantadi du cabinet Nouvelle Vie Retraite. Je vais vous parler des retraites françaises et américaines et notamment l'incidence d'une carrière entre les deux pays et l'application de la Convention de sécurité sociale. Philippe, j'en profite juste, si tu veux mettre en plein écran, tu peux juste cliquer sur paramètres d'affichage, comme ça on l'aura en plein écran. Et il y est pas là parce que j'ai pas. Dupliquer le diaporama, Ok, ça va et comme voilà. ça? Ah, on l'a perdu. Ok. C'est pas grave, on peut le remettre comme c'était. Il n'y a pas de souci. Je le remets comme c'était? Ouais. Attends, hop, voilà. Donc les retraites en France et aux Non, il s'est États-Unis. pas affiché chez nous. Il s'est pas affiché. Vous êtes plus en, je suis plus en partage Non, d'écran. Voilà. le partage a sauté en fait. Ok. Normalement là, ça doit être bon. Et si je le remets en diapo, c'est bon comme ça? Ouais, on va faire comme ça ira très bien. Ok. Parfait. Donc le système de retraite français, on a 42 régimes de retraite en France, un par catégorie socio-professionnelle. En fonction de la carrière que vous avez pu avoir, vous allez avoir affaire à plusieurs interlocuteurs. On a deux systèmes de protection en France, un système par obligatoire, pardon, qui sont des systèmes par répartition et un système facultatif des plans d'épargne retraite. Donc moi, je vais vous parler des deux systèmes obligatoires par répartition. Le régime de base qui valide les trimestres. Quand le législateur réforme les régimes de retraite en France, il ne réforme que les retraites de base. Les retraites complémentaires qui sont des régimes en points, qui sont également des régimes obligatoires, sont des régimes paritaires qui sont gérés par les organisations syndicales, patronales et salariées. Et donc, à ce titre, elles font l'objet de réformes. Après la réforme dans la retraite de base, le plus souvent, les conseils d'administration des retraites complémentaires prennent la suite et valident également les modifications. Donc, si votre carrière a été une carrière salariée en France, vous aurez affaire à deux interlocuteurs, la CNAV pour le régime de base des salariés, l'Agirc-Arrco pour les retraites complémentaires. Si vous avez été indépendant, bah, vous aurez affaire également à un régime des indépendants. Si c'est artisan commerçant, vous aurez une retraite complémentaire des indépendants. Si vous avez été profession libérale, vous aurez un régime de base supplémentaire et une retraite complémentaire supplémentaire. Et puis ainsi de suite. Il y a un régime pour les fonctionnaires, un régime pour les hospitaliers, pour les fonctionnaires territoriaux, pour les mines, pour la SNCF. Voilà, donc 42 régimes. Donc à vous effectivement de voir.
Sur les sites français, vous avez un site qui s'appelle l'assurance retraite, Info Retraite. Donc, avec votre numéro de sécurité sociale sur ce site, vous pouvez vous créer un espace personnel et récupérer les informations qui sont enregistrées en France pour toutes les activités que vous avez eues en France. Ne cherchez pas les activités que vous avez pu avoir à l'étranger et notamment aux États-Unis. Il n'y a pas de communication entre la Social Security américaine et la sécurité sociale en France retraite, mais déjà, vous aurez une vision claire et peut-être exhaustive de vos périodes en France. Il peut y avoir des périodes manquantes, mais tout ça, ça peut être corrigé. Le système de retraite américain, il est constitué également de deux niveaux de protection, un régime obligatoire qui est le système par répartition de la Social Security Administration, où tous les salariés aux États-Unis cotisent, presque tous les salariés, il y a quelques exceptions notamment, et un système par capitalisation, soit au sein d'une entreprise avec des mécanismes des 401K ou des 403B ou d'autres, et ou à ce moment-là des mécanismes individuels auprès de banques ou d'assurances, des IRA ou d'autres types de supports. Donc, au niveau de la Social Security américaine, dès que vous avez une activité aux États-Unis, salariée, indépendante, alors certains indépendants n'ont pas l'obligation de cotiser, mais vous validez, dans la mesure où vous cotisez à la Social Security, des droits dans le régime de retraite américain. Et grâce à la convention de sécurité sociale entre les deux pays, ces périodes d'activité, on va le voir un peu plus tard, vont être reconnues dans votre consolidation de carrière. La retraite française, on peut percevoir ses retraites à partir de 64 ans. On avait une réforme qui a progressivement fait passer le premier âge de départ en retraite de 62 à 64. Depuis le 1er septembre 2023, donc on est passé progressivement sur l'application de cette réforme. On devait arriver à la génération 68 à 64 ans. Vous êtes peut-être au fait de l'actualité en France. On a entendu parler énormément d'une suspension de l'application de cette réforme. Elle a été votée dernièrement. Alors, on a eu un vote de l'Assemblée nationale, on a eu ensuite un rejet du Sénat, et hier, l'Assemblée nationale a revoté l'application de cette suspension. Et donc, l'Assemblée nationale ayant le dernier mot, cette réforme 2023 va être donc suspendue. Et donc, on va figer pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 l'âge de départ en retraite à 62 ans et 9 mois. Et ensuite, au 1er janvier 2028, on reprend la progressivité qui était prévue dans la réforme 2023 sous réserve que d'ici là, il n'y ait pas une abrogation pure et simple de cette réforme ou qu'il y ait à nouveau une réforme. Donc, voilà le schéma dans lequel on est aujourd'hui. On doit effectivement aussi justifier d'un certain nombre de trimestres pour percevoir les droits français, les pensions françaises que vous avez acquis par vos activités. Dès votre âge de 62 ans et 9 mois, à ce moment-là, vous pourrez bénéficier d'une retraite à taux plein si vous remplissez d'une condition de durée de carrière. Le projet de loi de financement 2026 a donc suspendu l'application de cette réforme 2023. Il a également revu certains contours, notamment le cumul emploi-retraite, la validation des trimestres pour les mères de famille. Toutes ces, tous ces droits vont effectivement être repris donc euh, comme des droits supplémentaires, hein. Donc il y a toujours des trimestres accordés pour la naissance des enfants, mais dans le calcul pour les mères de famille ayant des enfants, on tiendra plus compte des 25 meilleures années, mais potentiellement des 24 ou des 23. Donc il y a des réformes qui vont être mise en place là, dans les prochaines semaines et prochains mois. On est effectivement en ce moment dans une période un peu charnière où effectivement cette réforme va être suspendue. Les applicatifs des organisations de retraite, hein, les organismes, la CNAV et tous les autres ne sont pas effectivement aujourd'hui en mesure donc d'appuyer sur un bouton pour changer. C'est des choses qui vont devoir être faites. Donc au fil de l'eau, dans les prochaines semaines, on va effectivement pouvoir voir l'évolution. On cotise en France sur un revenu maximum, le plafond annuel de la sécurité sociale. Le taux maximum est de 50% si vous avez le nombre de trimestres requis ou si vous attendez 67 ans. Et le montant maximum d'une retraite française pour une carrière complète en France et les 25 dernières années cotisées au plafond annuel de la sécurité sociale, 1 657 € net par mois.
Donc le projet de loi de financement 2026, on a gelé la réforme. Donc à partir de maintenant, donc on est figé à 62 ans et 9 mois pour les générations 64 et premier trimestre 65. On a dit qu'à compter du 1er janvier 2028, on reprenait la progressivité. Donc, si vous êtes né en 64 et entre le 1er janvier et le 31 mars 65, vous pouvez percevoir vos retraites françaises à partir de 62 ans et 9 mois. Pour les percevoir sans minoration, vous devez justifier de 170 trimestres. Pour les générations après, 65, 66, 67, 68 et 69, on va repasser progressivement entre 63 et 64 ans et pour arriver à 172 trimestres pour toutes les générations à partir de 1966. On a vu que tout à l'heure, je disais qu'il y avait des modifications réglementaires pour les mères de famille. Donc, le SAM, le salaire annuel moyen qui va servir au calcul de votre pension, sera sur 24 ou 23 ans si vous avez eu un enfant ou deux enfants. Le dispositif de départ anticipé pour carrière longue va être également impacté par ce décalage de l'application de la réforme et les modifications du cumul emploi-retraite. Pour une activité exercée en France, le cumul emploi-retraite sera beaucoup plus restrictif. Les retraites complémentaires sont des systèmes en points. Le calcul est plus simple. On prend le nombre de points que vous avez acquis pour chaque retraite complémentaire dans laquelle vous avez cotisé. On le multiplie par une valeur de service et vous avez le montant de votre retraite brute annuelle. Si vous n'avez pas le nombre de trimestres requis dans le régime de base pour avoir vos retraites à taux plein, vous aurez également une minoration dans les retraites complémentaires. Les retraites complémentaires s'alignent sur les retraites de base pour vous octroyer un taux plein ou un taux minoré avant l'âge de 67 ans. Donc, comme je le disais tout à l'heure, votre premier travail à faire est un travail de consolidation de votre carrière, obtenir un relevé précis de vos trimestres validés en France, obtenir un relevé précis de toute votre période de cotisation à la Social Security qu'on va voir juste après, de manière à ce qu'on puisse avoir une vision précise à la date d'aujourd'hui de combien vous avez de trimestres et c'est en fonction des scénarios de poursuite d'activité, on verra à quel horizon vous allez remplir la condition du taux plein. Pour la retraite américaine, on a des âges d'ouverture de droit à peu près calés sur les âges français. On est passé progressivement pour les générations entre 1957 et 1960 de 66 ans et 6 mois à 67 ans au niveau du full retirement age. En France, je vous rappelle que c'est 67 ans l'âge du taux plein automatique. On peut anticiper la perception de la retraite de la Social Security américaine à partir de 62 ans, avec une application d'une décote d'environ 30% pour 5 ans d'anticipation. 25% pour 4 ans d'anticipation. On peut, contrairement au régime français, on peut également avoir un mécanisme de surcote dans les régimes français, mais un mécanisme beaucoup plus incitatif dans le régime de la Social Security. Si vous différez la perception de votre retraite entre 67 et 70 ans, vous allez pouvoir bénéficier de 8% par an de bonification, de bonus au prorata précis du nombre de mois. Pour bénéficier d'une retraite américaine, il faut justifier de 40 crédits, 40 trimestres de validés, ce qui correspond à 10 années de cotisation. La convention de sécurité sociale franco-américaine vous permet de consolider votre carrière pour atteindre ces 40 crédits. Donc, si vous avez travaillé que 5 ans aux États-Unis, grâce à la totalisation des trimestres français plus des trimestres américains, si on arrive bien aux 40, vous aurez quand même une retraite américaine calculée sur les 5 années de cotisation. En revanche, si vous avez moins d'un an et demi, moins de 6 crédits de validés, la convention ne pourra pas vous être appliquée et dans ce cas-là, vous ne percevrez pas de pension de la Social Security Administration. Aux États-Unis, on cotise maximum sur 176 100 dollars en 2025 et le montant maximum d'une retraite pour une personne qui a cotisé 35 années au plafond annuel de cotisation maximale est de 46 310 dollars en 2025. Donc la convention bilatérale vous permet d'atteindre la durée de carrière requise pour avoir vos retraites à taux plein avant l'âge de 67 ans. Donc ça vous permet de gagner des mois de pension. Ça ne va pas changer le montant de votre pension française, mais ça vous permet d'anticiper les perceptions à taux plein avec une minoration beaucoup moins importante que si vous n'aviez pas l'application de la convention. Et ça va également vous permettre d'atteindre les 40 crédits pour bénéficier d'une pension américaine si vous avez travaillé moins de 10 ans. Le principe, c'est que chaque pays
verse la pension en fonction du nombre de trimestres validés dans le pays et en fonction des salaires que vous avez eus dans le pays. Donc, vous aurez un paiement en dollars pour les États-Unis, un paiement en euros pour la France. Les retraites vous sont versées quel que soit votre lieu de résidence et quelle que soit votre nationalité. On peut faire verser vos retraites françaises et américaines sur un compte en devise, en euros ou en dollars. Il n'y a pas de, il n'y a pas de prescription particulière ni de réglementation particulière. Si vous faites verser des retraites en euros sur un compte en dollars, les frais de change et les frais de virement internationaux seront à votre charge. Vous aurez, dès que vous serez retraité français, chaque année l'obligation de fournir un certificat de vie pour obtenir le maintien du versement de vos retraites françaises. On peut cotiser volontairement dans les régimes français pour maintenir un niveau de retraite suffisant. Si jamais vous n'avez pas eu si vous n'avez pas d'activité aux États-Unis, vous pouvez cotiser volontairement en tant que chargé de famille si vous avez des enfants de moins de 20 ans. Donc c'est important effectivement de vous protéger. Vous avez des options qui vous permettent d'optimiser vos droits de retraite français. Si vous avez une carrière importante en France avec des bons revenus, pensez à regarder la cotisation volontaire. C'est une option qui peut être intéressante et rentable dans certaines situations. Dans les trimestres qui vont être pris en compte pour calculer votre durée de carrière en France, on va prendre en compte tous vos trimestres français, quelle que soit l'activité. Si vous avez été en détachement à l'étranger, ça sera également pris en compte. Si vous avez travaillé, si vous avez cotisé volontairement dans un des régimes français de l'étranger, ça sera pris en compte. Et comme je disais, les périodes aux États-Unis vont être pris en compte. L'inconvénient de cette de cette totalisation, c'est que si vous avez travaillé dans plusieurs pays ayant signé des conventions avec la France, on ne va pas pouvoir se prévaloir de toutes les conventions. Donc, sur cette diapositive, on a 5 cas de figure. Toutes les personnes sont nées en 68 et doivent justifier de 172 trimestres. Le premier cas de Nathalie, elle a fait 104 trimestres en France, 68 au Mexique. Le Mexique n'a pas de convention, donc on neutralise d'office la période mexicaine. Donc Nathalie va subir l'abattement maximum sur ses retraites à partir de 64 ans pour bénéficier de sa pension. Le cas de Claude qui a fait 100 trimestres en France, 62 en Belgique, 6 au UK, au Royaume-Uni. On a pour cette situation donc un accord européen qui est un accord multi-pays et qui va permettre la totalisation de l'ensemble des périodes France plus Belgique et UK. Donc Claude va bénéficier de ses retraites au taux plein. Anne a fait 104 trimestres en France, 66 aux États-Unis. La convention permet, entre la France et les États-Unis, de totaliser les deux périodes. Les 104 plus 68, ça fait bien les 172 trimestres. Donc Anne va bénéficier de ses retraites françaises en vertu de la convention France-États-Unis, pas France-Japon, et elle aura ses retraites sans minoration. Le cas que je vous expliquais, la totalisation des périodes n'est pas possible lorsqu'on a plusieurs conventions. C'est le cas de la convention entre la France et les États-Unis et de la France-Japon. Donc là, on va neutraliser la période la plus courte et donc Alain va avoir une minoration calculée sur les 6 trimestres manquants japonais. Et enfin, un régime un peu exceptionnel, la Convention brésilienne permet la possibilité de prendre un État tiers qui a également une convention avec les deux pays. C'est le cas avec l'Espagne. Donc, si vous avez fait France, Espagne et Brésil, on a une situation exceptionnelle où on peut totaliser vos périodes. Donc, en fonction de la carrière que vous avez eue jusqu'à présent et de la carrière future, regardez bien comment les choses vont s'appliquer dans votre situation individuelle. Au moment de la retraite, il va falloir vous poser des questions ou dès maintenant, il va falloir vous poser des questions, notamment sur la cotisation volontaire. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous impacter favorablement? Idem pour le rachat de trimestres en France. On peut racheter des trimestres, 12 trimestres, mais ces trimestres, ils ont une valeur monétaire importante. Donc, il faut absolument que le rachat de trimestres vous soit d'une rentabilité financière. Si vous rachetez des trimestres dans le régime de base français et que vous obtenez un taux plein par ce rachat, vous aurez également un taux plein dans les complémentaires. Donc vous avez un effet levier. Mais ce n'est pas systématiquement une opération rentable. Donc il faut effectivement regarder. Le cumul emploi-retraite est permis sans aucune limitation des revenus d'activité pour une activité exercée à l'étranger. Donc vous pouvez très bien percevoir vos retraites françaises à taux plein ou à taux minoré, poursuivre votre activité aux États-Unis et faire un cumul et demander votre retraite plus tard. Vous êtes absolument pas obligé de demander vos retraites françaises et américaines en même temps, même avec application de la Convention. La date optimale de liquidation des droits, elle dépend de votre carrière,
de votre processus de validation de trimestre et surtout de vos scénarios futurs d'activité. L'assurance maladie à la retraite, c'est quelque chose d'important. Vous savez pertinemment le coût de la santé aux États-Unis. Sous certaines conditions, tout en étant résident américain, vous pouvez quand même avoir une couverture maladie en France. Pour cela, vous devez avoir validé 60 trimestres dans les régimes français, 15 années. Donc, ces trimestres, c'est tous les trimestres que vous avez acquis aujourd'hui, mais potentiellement des trimestres que vous pourriez acquérir en cotisant volontairement. Donc, regardez, si vous manque peu de trimestres pour atteindre les 60 et que vous avez dans l'idée de partager vos retraites entre la France et les États-Unis, ça peut peut-être faire du sens d'atteindre les 60. Et comme je disais, vous pouvez toucher vos retraites françaises, quel que soit votre lieu de résidence, que ce soit la France, les États-Unis ou un autre pays du monde. Pour finir, je vous présente le cabinet Nouvelle Vie un peu plus en détail. Nous sommes une société de services indépendante. Nous exerçons depuis 1986. Nous sommes aujourd'hui une trentaine de collaborateurs et notre seul métier, c'est d'aider nos clients dans la connaissance et la perception de leur retraite de sécurité sociale en France et à l'étranger. Pour ces deux prestations, le bilan retraite pour vous donner de la perspective ou la prise en charge des démarches, on fonctionne sous forme d'honoraires qui sont des honoraires forfaitaires calculés en début de mission sur la base de la complexité de votre situation et sur le temps qu'on va passer sur votre situation individuelle, que ce soit pour vous faire une étude de prospective ou une prise en charge de vos demandes de retraite. Depuis 2011, nous sommes certifiés 9001. Donc, sur cette diapositive, vous avez effectivement les différentes phases entre le bilan retraite et la prise en charge des demandes de retraite. Et sur cette diapositive, vous avez mes coordonnées. Donc, vous pouvez me contacter par email, par téléphone. C'est une ligne directe qui est renvoyée sur mon cellulaire. Et vous pouvez effectivement, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous en scannant ce QR code. Vous avez accès à mon agenda et vous pouvez fixer un rendez-vous pour que nous puissions parler de votre situation individuelle. C'est gratuit, sans engagement. Le premier rendez-vous de 30 minutes est gratuit. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Si vous avez des questions précises sur votre situation, on pourra prendre le temps de discuter de votre parcours et je pourrai répondre à vos premières questions. Voilà, je Merci vais beaucoup, laisser Philippe. la place à Olivier pour le volet fiscalité. Voilà. Hmm, Merci J'en ai Philippe. profité juste pour scanner le QR code. Il fonctionne bien. Et donc, bien sûr, le mois de décembre est terminé. Donc, cliquez sur voir le mois suivant pour prendre rendez-vous avec Philippe. Merci, On Romain. va donner la place à Olivier. Voilà. Si jamais Hmm, vous arrivez pas vous avez pas réussi à scanner le code, je vais le mettre dans le chat. Ok, Super. Olivier, la place est à toi. Merci Romain. Alors, de mon côté, je vais vous parler de fiscalité, des retraites entre la France et les États-Unis. Et dans un second temps, Alexandre vous parlera de la partie patrimoniale dans ce cadre-là. Donc, je vais euh, passer tout de suite. On va parler du cadre fiscal entre la France et les États-Unis et je vais essayer un petit peu de vous parler de différentes situations dans lesquelles vous allez pouvoir être confronté au moment où vous allez prendre votre retraite ou si aujourd'hui vous êtes déjà retraité. Donc déjà, quand on parle de fiscalité, il faut savoir qu'il y a des conventions fiscales qui ont été conclues entre la France et les États-Unis. Et la convention fiscale, notamment la dernière convention qui a été conclue entre la France et les États-Unis, qui a été amendée à plusieurs reprises, concerne notamment la taxation des retraites. Alors, il faut savoir qu'en droit fiscal, vous avez les lois internes qui s'appliquent à chaque pays et vous avez des conventions fiscales, sachant qu'une convention fiscale va au-delà des lois fiscales internes. Et je vais vous expliquer après l'importance de la convention fiscale entre la France et les États-Unis dans ce cadre-là. Donc, on a eu de l'impôt sur revenu, on a 4 conventions fiscales qui existent, je dirais 3, mais 4. La convention fiscale qui concerne l'impôt sur revenu, on appelle la convention de non-double imposition. Et celle-ci concerne notamment la taxation des retraites. La convention qui concerne les successions et donations, qui est une très très bonne convention entre la France et les États-Unis. Et enfin, l'accord des sécurités sociales, qui lui, dont Philippe vient de parler essentiellement, et qui régit les accords, notamment dans le cadre des trimestres, quand on a cotisé dans les deux pays, comment on se positionne. Donc, quand on parle de retraite française américaine, Philippe l'a évoqué, du côté français, on va parler des régimes de base de sécurité sociale, mais également des régimes plus larges
qu'on parle des régimes complémentaires à caractère obligatoire. Et du côté américain, on va parler à la fois de la Social Security, mais également de toutes les retraites complémentaires, hein. Ça va être le cas de ce qu'on appelle des 401k, des IRA, mais tous les types de contributions de retraite, ce qu'on appelle les retraites par capitalisation du côté américain, qui sont l'essentiel des retraites aux États-Unis. Donc, tout d'abord, quand on parle de retraite entre la France et les États-Unis, il ne faut pas confondre retraite et placement, hein. C'est souvent un amalgame que l'on fait, c'est-à-dire qu'on a tendance à confondre, à dire, tiens, j'ai une assurance vie française, j'ai un plan de retraite, j'ai une assurance vie française, ou j'ai un plan d'épargne entreprise. Ne pas confondre retraite et placement, hein. Par exemple, ces deux types de plans, les assurances vie françaises et les plans d'épargne entreprise, sont des placements financiers. Certes, ce sont des placements à fiscalité privilégiée en droit fiscal français, mais en droit fiscal américain, si vous êtes résident fisco-américain, ce sont purement et simplement des produits de placement financier. Bien comprendre cela, ce ne sont pas des produits de retraite. Donc, tout revenu accumulé dans une assurance vie française, même si elle fait l'objet d'une exonération en fiscalité française, dans la mesure où nous sommes résidents fiscaux américains, il faudra déclarer ses assurances vie du côté français et ses plans d'épargne d'entreprise, mais également tous les revenus générés. J'ai un fonds euro, chaque année, les intérêts de ce fonds euro, quand bien même ils sont investis, il faut que je les déclare comme un revenu au niveau fiscalité américaine, quand bien même c'est un produit défiscalisé en France. Idem pour les plans d'épargne d'entreprise, hein. Donc, bien comprendre un petit peu la différentielle, hein. Là aussi, assurance vie française, assurance vie américaine, ce sont deux produits différents. Quand on parle d'assurance vie française, c'est un petit peu un faux ami, hein, c'est vraiment un placement financier, hein. On a une certain avantage fiscal, pas d'impôt sans rachat. On a bien évidemment une fiscalité uniquement quand on a des rachats en droit fiscal français. Mais du côté américain, comme je l'évoquais, ça va être considéré comme un produit financier américain. Et donc, de ce fait, on sera taxé sur les revenus dégagés. Et dans certains cas, hein, si ces fonds sont placés dans une unité de compte, on peut avoir une fiscalité assez punitive, qui est la fiscalité du régime des PIFIC, sans oublier de bien penser à déclarer ses assurances vie sur vos formulaires FBAR, FATCA et PIFIC. Du côté américain, les assurances vie américaines sont un vrai produit avantageux fiscalement. Alexandre va vous en parler, où là, je vais vraiment avoir aucune fiscalité du côté américain. Et la France reconnaîtra ce concept d'assurance vie, hein, à l'inverse du côté français, et je vais bénéficier des avantages fiscaux français, même si je détiens une assurance vie américaine. Ça, c'est important de connaître ce genre de choses. Donc, tout d'abord, quand on parle donc, de la convention fiscale de taxation des retraites, je vais l'évoquer, l'importance de la convention fiscale, c'est l'article 18 dont il faut se référer en termes de fiscalité. Quel est l'article 18 de la convention fiscale entre nos deux pays? Il dit la chose suivante: les produits de retraite sont taxables uniquement et exclusivement, j'insiste bien, dans le lieu de cotisation. Et je vais vous évoquer des exemples après. Si je cotise en France, je serai taxable uniquement en France. Si je cotise aux États-Unis, je serai taxable uniquement aux États-Unis, peu importe ma résidence fiscale. Bien comprendre cela, hein. Et il y a un article qu'il faut connaître également dans la convention fiscale, c'est que dans le cadre de la convention fiscale, vous savez qu'en général, un citoyen américain ou un résident fiscal américain, et il y a un concept qui s'appelle le concept de la saving clause, c'est-à-dire même s'il y a une convention fiscale, le fisc américain est en droit de vous taxer sur vos revenus mondiaux, quoi qu'il arrive. Sauf que cette saving clause, qu'on appelle saving clause, dans le cadre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, nous avons une exonération dans le cadre des retraites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une retraite française, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, taxé dans les cotisations, et que je suis résident fiscal américain, je serai taxable uniquement et exclusivement en France, et je serai totalement exonéré d'imposition, puisque la saving clause ne s'appliquera pas. Donc, ça revient à dire que je n'aurai pas de fiscalité du côté américain, attention, du côté fédéral. Si vous habitez dans un État, il va falloir s'assurer que cet État reconnaît la convention fiscale. Si par exemple vous habitez en Californie, malheureusement la Californie ne reconnaît pas les conventions fiscales, ça veut dire qu'au niveau fédéral, je serai exonéré de taxation sur ces retraites françaises en tant que résident fiscal, mais au niveau de la Californie, ces retraites françaises feront l'objet d'une taxation au niveau de l'État de Californie. Également, une autre petite astuce dans la convention fiscale entre la France et les États-Unis, dans cet article 18, c'est l'article 18, le paragraphe 2, qui dit la chose suivante: hein, si certains d'entre vous venez d'arriver aux États-Unis, dès lors que vous n'avez pas de statut d'immigrant, donc là, quand on dit d'immigrant, c'est en gros, vous n'avez pas une carte verte. Si vous conservez les cotisations, vous continuez à être affilié à un régime de retraite français qui est plus ou moins le même, le prolongement du régime de retraite que vous aviez avant de partir de France, les contributions à ce régime de retraite feront l'objet
d'une déduction fiscale dans les mêmes limites que les déductions fiscales des plans de retraite américains, par exemple, comme les 401k, je peux déduire, si j'ai moins de 50 ans, jusqu'à 23 500 $. Donc, ce qui est assez avantageux. Mais attention, dès lors que j'obtiens une carte verte, je ne pourrai plus bénéficier de cette déduction fiscale, hein. Donc, bien comprendre ce mécanisme-là. Donc, au moment où je prends ma retraite, je vais avoir plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, je suis résident fiscal américain au moment de la retraite, j'habite aux États-Unis, ou alors citoyen américain. N'oublie pas, quand on est citoyen américain, peu importe où on habite dans le monde, nous sommes redevables de déclarer et payer ses impôts sur ses revenus mondiaux, toujours aux États-Unis. Donc, dans ce cas de figure, je suis résident fiscal américain ou citoyen américain. Donc, comment mes retraites françaises sont-elles taxées? Tout d'abord, aux États-Unis. N'oubliez pas, article 18 de la Convention fiscale, taxation dans le lieu de cotisation. Donc, lieu de cotisation, c'est la France. Je suis taxé en France. Et attention, je vais l'évoquer tout à l'heure, uniquement, exclusivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si, normalement, imaginons qu'il n'y a pas de convention fiscale, sans convention fiscale, je déclarerai ces sommes en France, je paierai un impôt en France, et je devrais déclarer ces mêmes sommes aux États-Unis. Et s'il y a un complément d'impôt à payer, bah, admettons, j'ai payé 10% d'impôt en France et je suis à un taux marginal d'imposition aux États-Unis de 25%, il faudrait que je paye les 15% au niveau fédéral aux États-Unis. Et là, dans le cadre de la convention fiscale, grâce à l'absence de saving clause pour les retraites, je ne suis pas redevable de payer et de déclarer dans mes tranches d'imposition classiques ces retraites françaises. Un vrai avantage fiscal. Attention, j'insiste bien encore une fois, au niveau fédéral. Au niveau de l'État, il faut regarder, est-ce que l'État où j'habite reconnaît les conventions fiscales? Donc, ce qui va se passer, c'est que du côté de la France, je vais être assujetti à un impôt sur le revenu et à des cotisations sociales. Et je vais expliquer un petit peu le mécanisme d'imposition. Tout d'abord, si vous regardez à gauche de l'écran, je vais avoir en tant que non-résident un prélèvement à la source. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'organisme de retraite va avoir l'obligation de prendre sur mes retraites un prélèvement à la source. Donc, si mes retraites françaises sont inférieures à 17 122 €, on prendra 0%. De 17 122 à 49 667 pour cette fraction supplémentaire, on prendra 12% de mes retraites françaises. Quand on dit on prendra, l'organisme de retraite prendra un prélèvement à la source. Et au-delà de 49 667 €, 20%. Attention, jusqu'à la tranche de 20%, c'est un prélèvement libératoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne demandera pas de payer un impôt complémentaire. Imaginons que j'ai une retraite de 45 000 € en France. Jusqu'à 17 000 €, j'ai 0%. Et de 17 000 à 45 000, je paierai ces 12%. Donc, mon taux moyen d'imposition va être à peu près de 8%. Mais ça s'arrêtera là. C'est-à-dire que je n'ai pas devoir, en fin d'année, la France ne va pas me dire, il faut payer un impôt complémentaire. Donc, jusqu'à cette fraction de 49 667 €, un vrai avantage. Imaginez, je paye dans ce cadre-là 8% d'impôt. Et grâce à la convention fiscale entre la France et les États-Unis, même si je suis résident fiscal américain, même si mon taux d'imposition marginal est, admettons, de 25% et que j'ai payé que 8 en France, le fisc américain ne me demandera pas de payer le complément d'imposition. Et là, c'est un vrai avantage fiscal. Je n'aurais payé, dans mon exemple, que 8% d'impôt. Vraiment, c'est un sacré avantage fiscal. Si en revanche, pour la fraction des retraites qui est supérieure à française, qui est supérieure à 49 667 €, on va me prendre 20% de prélèvement à source, mais ce ne sera pas libératoire, ce sera un acompte d'impôt. Pourquoi? Parce que dans un second temps, je vais devoir déclarer en tant que non-résident la fraction des revenus de retraite supérieurs à 49 667 € et cette somme se rajoutera à toutes les autres sommes d'imposition qui seront taxés au régime des non-résidents. Par exemple, des revenus locatifs. J'ai des revenus fonciers en France. En tant que non-résident, je dois payer un impôt en France. Donc, on va prendre les revenus locatifs français, on va y rajouter les régimes de retraite qui sont pour la fraction supérieure à 49 667 €. Et imaginons que finalement, à la fin, on arrive à 80 000 €. Ben, en fait, on demandera de payer un impôt complémentaire parce que j'aurais payé 20% de complément d'impôt sur la partie des retraites et on me donnera payer, dans mon cas de figure présent, 10% d'imposition complémentaire. Du côté, je suis toujours résident fiscal américain, je touche des retraites américaines, 401k, Social Security, n'oubliez pas, taxé dans le lieu de cotisation. Donc là, je ne suis taxé, bien évidemment, qu'aux États-Unis. La France ne va pas me demander d'imposition ou quoi que ce soit, puisque je n'aurai pas de taxation de ce côté-là. Pensez bien aux avantages fiscaux. Et Alexandre va vous parler un petit peu comment gérer ces plans de retraite américains lorsqu'on quitte les États-Unis et qu'on arrive en France. Pensez bien aux avantages fiscaux des plans de retraite américains. C'est un réel avantage. Quand je suis résident fiscal américain, même si vous êtes là pour 2, 3 ans, 4 ans, regardez les options qui s'offrent à vous pour les régimes de retraite. Parce que ce sont des retraites par capitalisation, notamment les 401k, les SEP, et c'est un avantage fiscal que vous aurez, et cet argent, vous le garderez toute votre vie. Donc, autant profiter des déductions fiscales quand on est résident fiscal américain, même si on est là pour 2, 3, 4 ans. Et en plus de ça, si on est employé dans une société, on peut profiter de l'abondement. C'est-à-dire que mon employeur va abonder, va cotiser
va matcher pour $1 que je mets, souvent $1 dans la limite de 4%. Et ce matching, cet abondement n'est pas taxable aux États-Unis. Donc, c'est ce qu'on appelle du pré-taxe. Et c'est un vrai avantage fiscal. Et dans ce cadre-là, moi, sur ma partie que je cotise, je peux déduire jusqu'à $31 000 par an si j'ai plus de 50 ans, c'est partie retraite. Si j'ai moins de 50 ans, c'est $23 500. Et mon employeur va matcher. Si je suis indépendant, je peux cotiser au SEP ou au ARE traditionnel également, si j'ai pas la possibilité d'avoir un plan de retraite dans le cadre de mon emploi. Et également, j'ai les Roth. Alors, comprenez bien qu'aux États-Unis, on a deux catégories de plans, ce qu'on appelle les pré-taxes. Les pré-taxes, c'est j'ai un avantage fiscal aujourd'hui. Par contre, le jour où je prends ma retraite, je serai taxé des premiers dollars. Donc, l'avantage, c'est que j'opte pour la déduction fiscale parce que j'opte pour avoir une fiscalité en me disant mon taux d'imposition aujourd'hui est élevé. J'habite dans un État, par exemple, où il y a une taxation importante. Je suis en Californie ou à New York. Et probablement, quand je vais prendre ma retraite, je serai probablement plus dans ces États-là. Et probablement également, au niveau fédéral, mon taux d'imposition va baisser. Donc là, j'opte pour la durée. Je me dis, je préfère prendre la déduction fiscale maintenant. Et quand je retirerai, je paierai l'impôt à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle du pré-taxe. On a aussi l'after tax, qui est ce qu'on appelle du Roth. Et le Roth, je n'ai pas de déduction fiscale aujourd'hui. Par contre, je n'aurai jamais de taxation sur les revenus accumulés. Ce qui, en général, en termes de longévité, les plans de retraite dans le Roth, c'est ce qui est le plus optimal, et notamment en termes de transmission. Je vous en parlerai rapidement tout à l'heure. Donc maintenant, je me situe dans le premier type où je suis résident fiscal français. En tant que résident fiscal français, je vous ai évoqué tout à l'heure, mes produits de retraite, article 18, taxés en lieu de cotisation, donc taxés uniquement aux États-Unis. Donc, je n'aurai pas à payer d'imposition du côté français, y compris comment dirais-je, la CSG-CRDS. Je n'aurai pas à payer de taxation sur ces produits de retraite, donc avantage de la convention fiscale. En revanche, attention, petite subtilité, dans le cadre du droit interne français, les sommes qui sont exonérées dans le cadre d'une convention fiscale doivent quand même rentrer pour calculer le taux d'imposition applicable sur les revenus qui restent taxables en France. Donc, imaginons, j'ai 50 000 euros de retraite en France, 50 000 euros de retraite américaine. Pour calculer mon taux d'imposition applicable sur les 50 000 euros de retraite en France, je prendrai 100 000 euros comme indice de référence. Donc, c'est pour calculer mon taux. Mais je ne paierai pas d'impôt sur les 50 000 euros de retraite américaine. Hein. Donc, ça, c'est un avantage de la convention fiscale. Attention, hein, Philippe l'a évoqué tout à l'heure, on a le budget de la sécurité sociale qui a été voté hier. Il est prévu normalement un budget de la sécurité sociale pour tous les retraités américains qui habiteraient en France et qui n'auraient pas le droit au système médical français. Donc, par exemple, les gens qui n'ont pas cotisé 15 années dans le cadre de leur retraite du côté français, il est prévu de mettre en place un système de cotisation pour ces gens-là, pour s'assurer, pour dire, bah, vous avez le droit si vous habitez en France, vous avez le droit à la couverture médicale française, vous devez contribuer à un système, et puisque vous savez que dans ce cadre-là, comme je viens d'évoquer, on ne paie pas d'impôt sur les retraites américaines. Donc, il est prévu, on ne connaît pas du tout les modalités encore, hein, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais c'est inclus dans la loi qu'il est prévu d'instaurer cette taxe-là, mais là, il n'y a pas du tout de modalité, rien du tout, on ne sait pas. Mais il y aura peut-être un petit changement là-dessus, pensez à cela également. Donc, comme on l'a évoqué, hein, et donc bien évidemment, du côté des retraites françaises, les retraites françaises, elles, je suis résident fiscal français, ne seront pas taxées, comme je l'ai évoqué aux États-Unis, elles seront taxées en tant que résident fiscal français en France, à la CSG-CRDS, hein, jusqu'à 9%, et ces retraites françaises vont se rajouter à tous mes revenus. Donc là, vous voyez, on se rajoute à tous les revenus, et finalement, là, par rapport à un non-résident fiscal qui touchait une retraite française, vous avez vu qu'on paye plus d'impôts finalement en tant que résident fiscal français. On a essayé de le remettre en cause dans le passé. Pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de ce système-là, mais c'est plus avantageux d'être non-résident fiscal français quand on touche une retraite française que d'être résident fiscal français dans ce cadre-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître comme grand principe aussi pour conclure sur cette partie des retraites, hein, et qui a un impact aussi, et qui peut être, dans certains cas, votre cas. Vous pouvez vous situer dans une situation où vous êtes titulaire d'une carte verte ou américain. Vous souhaitez rentrer vivre en France et vous dites, moi, comme j'évoquais tout à l'heure, si je suis américain, je vais devoir, aux cartes vertes, continuer à déclarer mes revenus à vie aux États-Unis. Vous allez peut-être vous dire, moi, ce que j'aimerais, c'est quitter le système fiscal américain. Donc, je veux rendre ma carte verte ou mon passeport américain. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle une exit tax, hein, ce qu'on appelle l'expatriation tax d'un point de vue américain, qui dit la chose suivante. Dès lors qu'une personne qui a une carte verte depuis au moins 8 ans ou qui est citoyen américain décide de rendre ce passeport et cette carte verte, il est considéré comme un expatriate en droit fiscal américain. Et à partir de là, on va regarder si cet expatriate rentre dans le champ d'application de l'exit tax. Donc, est-ce qu'il est coval expatriate? Et pour être coval expatriate, pour remplir un des 3 critères suivants, soit on a un impôt moyen que l'on paye de 209 000 $ par an, en moyenne par année au cours des 5 années qui précèdent l'année où on est parti. Alors, je parle d'impôt moyen. Soit on a sa net worth. Donc, net worth, c'est son actif net qui est supérieur à 2 millions de dollars. Donc, pour un couple, ça fait 4 millions de dollars. Mais attention, dans la définition de net worth
On va regarder tous les actifs qu'on a partout dans le monde, y compris ces plans de retraite américains et français. Donc, si certains d'entre vous, vous êtes proches de votre retraite, parce que certains pourraient dire, bah, je suis encore loin des 2 millions de dollars, mais quand on a accumulé un 401k, compte tenu notamment des performances boursières des 20 dernières années, bah, on peut se retrouver dans une situation où les 2 millions de dollars, finalement, on a un 401k qui est plein. Et quand on quitte et quand on veut rendre son passeport, entre le 401k, une maison peut-être en France, une maison aux États-Unis, on arrive à ces plafonds de 2 millions de dollars. Ou alors, le troisième cas de figure, c'est que vous n'êtes pas à jour de vos obligations fiscales. Vous avez, par exemple, oublié de déclarer des assurances vie françaises, oublié de déclarer des comptes en banque. Là, vous êtes considéré comme un convoi d'expatrié. Et qu'est-ce que ça veut dire, convoi d'expatrié? Ça va vous demander de payer immédiatement un impôt. Donc, à la fois sur les actifs les plus latentes, sur les actifs, mais ça, ce n'est pas le débat du jour, mais également sur l'accumulation des plans de retraite au moment où je rends cette carte verte ou ce passeport. Et attention, on va me demander de payer d'un coup, y compris sur les plans de retraite que j'ai accumulés, que ce soit IRA 401k, tout ce que j'ai accumulé à la date où je pars, où j'ai rendu ma carte verte ou mon passeport. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai moins de 50 € et demi. Techniquement, je ne peux pas le prendre, ce plan de retraite, sinon je paye une pénalité de 10%. Le fisc américain dit, c'est votre choix. Vous décidez de votre passeport et de carte verte. Il faut assumer les conséquences. Vous devez payer tout de suite un impôt. Il n'y a que dans le cas du 401k, on a la possibilité de demander un sursis d'imposition. Mais si vous avez un IRA, à ce moment-là, on va vous demander de payer d'un coup l'accumulation de votre plan de retraite qui a été effectué à ces titres-là, et y compris les revenus dégagés dans un canal Roth, qui serait normalement défiscalisé. Donc attention, si certains d'entre vous souhaitez vendre votre passeport, votre carte verte, l'impact des retraites est très important et il doit être anticipé. Hein, il y a des façons d'anticiper pour cela, mais il faut y penser en amont. Ne rendez pas votre carte verte, votre passeport et vous dites après, mince, j'aurais dû faire ça. Hein, bien anticiper dans ce cadre-là parce que ça peut avoir un impact important. Pensez également au niveau du régime successoral qu'aux États-Unis, les plans de retraite ne font pas l'objet de ce qu'on appelle un step-up. C'est-à-dire que si demain vous êtes amené à décéder, vous rentrez vivre en France avec des plans de retraite américains, des 401k ou des IRA. En droit français, ces 401k, ces plans de retraite sont assujettis au droit de succession français, puisque quand je suis résident fiscal français, je paie un impôt sur les successions sur mon patrimoine mondial, y compris les plans de retraite situés à l'étranger. Mais également, si ce sont des plans pré-taxe, comme j'évoquais tout à l'heure, ces plans pré-taxe vont être transférés, la fiscalité va être transférée à mes héritiers, à mes enfants. Donc, si demain je ne suis plus là, mon épouse n'est plus là, j'ai encore un plan de retraite américain, je suis en France, le fisc français va me dire payer un impôt sur les successions en France, mais le fisc américain également va me dire il faut payer la fiscalité de vos parents sur l'impôt sur le revenu parce qu'on n'appure pas ces plus-values. On transfère la fiscalité des pré-taxes. D'où l'importance également d'optimiser, d'anticiper cette problématique de pré-taxe. Le pré-taxe, j'aime beaucoup le pré-taxe quand on travaille, mais il faut penser sur le long terme. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je peux le transférer? Est-ce que j'utilise un système d'annuité, dont Alexandre va parler, ou est-ce que je le transfère vers du Roth, qui me permettront au moins d'éviter la fiscalité sur l'impôt sur le revenu à mes héritiers? Parce que là, je vais avoir une double taxation France-US et je peux me retrouver à avoir peut-être 70% d'imposition entre la France et les États-Unis dans ce cadre-là. Donc, pensez bien à cela. Pensez bien aux formulaires pour conclure, qu'il faut réaliser quand on a des plans de retraite. Pensez à la convention fiscale qui existe, même si ce formulaire-là n'est pas obligatoire dans le cadre de la convention. Le formulaire FATCA, qui est le 8938, si vous avez plan de retraite étranger privé, là, il faut les déclarer aux États-Unis si vous dépassez certains critères sur le formulaire 8938. Idem pour le FBAR, si ces plans de retraite sont détenus dans des institutions financières étrangères. Et enfin, du côté français, quand vous touchez une retraite française et que vous êtes non-résident, vous déposez des formulaires qui sont les 2042, 2042NR dans certains cas quand on rentre en France, et les 2041E, qui est très important comme formulaire dans lequel je vais dire quelle a été la retenue à source que m'ont pratiqué, les prélèvements à source que m'ont pratiqué les organismes de retraite. N'oubliez pas également que nous dépendons du centre des impôts des non-résidents en France, qui est à Noisy-le-Grand dans ce cadre-là. Donc, pensez bien à tous ces critères-là. Et Alexandre, maintenant, va pouvoir vous parler des différents. Comment gérer son patrimoine quand on a accumulé des plans de retraite. Absolument, merci Olivier. Et donc on va conclure avec ma partie. On va rentrer plus dans les solutions patrimoniales à votre disposition en tant que Français ici aux États-Unis, que vous restiez ou que vous repartiez. On va rentrer un petit peu plus dans les détails de ces solutions-là. Donc, premièrement, on va se focaliser donc sur les solutions de retraite et donc notamment sur nos comptes de retraite. Si vous avez un 401k ou un 403b et que vous partez de votre employeur ou que vous partez à la retraite ou vous rentrez en France, vous avez quatre options pour votre compte de retraite. Premièrement, vous pouvez le garder où il est. Ça devient un ancien 401k. Vous avez exactement les mêmes solutions que vous avez à l'intérieur. Et la seule problématique, notamment, c'est que les frais qui étaient payés, les frais administratifs qui étaient payés par votre employeur sont maintenant à votre poche. Mais vous pouvez le garder et de continuer ainsi tel que ça l'était.
Deuxièmement, vous pouvez sortir du 401(k) et récupérer votre cash. Si vous le faites avant 59 ans et demi, attendez-vous à payer une pénalité de 10%. Si vous sortez l'argent après 59 ans et demi, il n'y a pas de pénalité, mais sachant que quoi qu'il arrive, quand vous sortez un dollar d'un compte qui a été déféré fiscalement, eh ben vous allez payer un dollar sur le revenu. Chaque dollar qui sort sera taxable sur le revenu pour chaque dollar qui sort, que vous sortez avant ou après 59 ans et demi. Si vous sortez avant, il faut s'attendre à payer une pénalité supplémentaire de 10%. D'où l'idée, potentiellement stratégiquement, de pouvoir sortir qu'un tout petit peu d'argent chaque année à terme du 401(k) après 59 ans et demi pour rester dans les taux d'imposition faibles. Troisièmement, on peut transférer un ancien 401(k) vers le 401(k) d'un nouvel employeur. C'est totalement faisable, sans implication fiscale, et donc on sera dans le nouveau plan du nouvel employeur. Et enfin, on peut faire un transfert vers ce qu'on appelle un IRA, un Individual Retirement Account. Donc c'est un compte individuel sur lequel vous vous ouvrez maintenant toutes les options, solutions d'investissement qui sont à votre disposition ici aux États-Unis. On peut y mettre des comptes d'investissement sur les marchés, diversifiés, tant comme on l'a été sur un 401(k), ou on peut utiliser ce qu'on appelle des annuities. Et il existe notamment deux types d'annuities qui seraient intéressants de connaître et de potentiellement utiliser au sein de votre IRA. Donc le premier qui existe, c'est ce qu'on appelle un capital annuity. Comme son nom l'indique, l'objectif, c'est de faire augmenter potentiellement la valeur de votre compte, comme vous l'aviez dans votre 401(k). Mais cette fois-ci, vous aurez une croissance qu'on appelle maîtrisée. Pourquoi? Parce que vous aurez un niveau de protection en cas de baisse et des coefficients de multiplicateurs en cas de hausse. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un instrument qui nous permet, donc pour rappel, vous avez l'argent dans le 401(k), vous le transférez vers un IRA et au sein de l'IRA, vous y mettez un capital annuity. Et celui-ci va avoir ses caractéristiques présentes. Vous allez pouvoir être sur le marché. Généralement, vous pouvez choisir plusieurs index ou différents index. Je vais prendre l'exemple du S&P 500. C'est un contrat qui est sur 6 ans, renouvelable indéfiniment. Et à l'issue de 6 ans, on peut faire ce que l'on veut. On peut trouver d'autres solutions d'investissement. Donc, on est à 100% sur le S&P. Ça peut être moins 10%, moins 20% ou même 100% sécurisé si on est très conservateur. Donc, ça pourrait être potentiellement assez intéressant d'utiliser ce type de solution-là que d'être simplement sur le marché et à la merci à la fois à la hausse et à la baisse des marchés en 1 pour 1. Voici une première option. Une deuxième option, vous vous rapprochez de la retraite, vous avez au moins 48 ans, et potentiellement de considérer ce qu'on appelle les income annuity peut avoir du sens. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui a par exemple accumulé de l'argent à 55 ans au sein de la 401(k) et a eu la chance et l'opportunité d'accumuler une certaine valeur. Prenons un exemple de 500 000 $. Il y a 500 000 $ dans le 401(k), vous partez de votre employeur et maintenant on peut transférer ça vers un IRA et y positionner un income annuity. Je vais vous donner l'exemple ici d'un fixed income annuity qui existe à l'heure actuelle, et ce sont des chiffres réels. Et bien sur la base, l'objectif de cela, c'est d'avoir des revenus garantis à vie plus tard dans le futur. Ça peut être à 60 ans, 62, 67, etc. On n'est pas obligé de décider maintenant quand on met en place ce contrat, mais on va le mettre en place dans l'objectif d'avoir des revenus garantis à vie jusqu'au décès. Ces revenus vont tomber quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui se passe sur les marchés. C'est garanti, même si la valeur du compte tombe à zéro, on continue à toucher ces revenus pour le reste de notre vie. Et pour le calcul de cette valeur-là, pour le calcul des revenus garantis, bah, ces 500 000 $, on va vous les augmenter immédiatement, tout de suite, d'une valorisation de 30%. C'est un bonus que vous avez automatiquement dès le dépôt. Chaque année que vous êtes confortable d'attendre, on va vous augmenter de 9,5% la valeur de ce compte basée sur les 30% d'augmentation. Et chaque année, c'est du compounded. On va vous augmenter de 9,5% d'aide de frais, l'augmentation de la valeur de ce compte pour le calcul des revenus garantis. Et basé là-dessus, vous allez avoir à peu près du 4,5, 5% de revenus garantis à vie. Donc par exemple, quelqu'un qui dépose à 55 ans 500 000 $ va pouvoir à 65 ans être garanti un minimum de 76 000 $ de revenus garantis à vie, sans risque de marché. Et donc, ce qui est intéressant aussi au niveau de la stratégie patrimoniale, c'est que si on avait 500 000 $ qui étaient sur un 401(k), qui étaient à la merci des marchés, bah, on va pouvoir utiliser ce type d'instrument-là pour qu'il n'y ait plus de risque de marché. On a annihilé le risque de longévité et on va pouvoir avoir ces 76 000 $ de revenus garantis à vie qui vont servir dans la stratégie de flooring qu'on va voir ensemble dans un instant, qui permet d'avoir ce socle de revenus garanti sur lequel vous pouvez toujours compter pour le reste de votre vie. Et si vous avez la capacité de pouvoir de vous-même générer 30% day one plus 9,5% et environ 4,5 à 5% par an pour le reste de votre vie, si vous pensez faire mieux, ce n'est pas forcément l'option qui serait à votre disposition, mais là, vous en êtes garanti. Et comme vous avez garanti en place, avec le reste de vos actifs, vous allez potentiellement vous permettre d'être plus confortable avec le risque que vous prenez parce que vous avez déjà Shelter 500 000 $ qui n'est plus à risque sur les marchés. Donc,
potentiellement intéressant. Et comme ces revenus tombent tous les ans pour le reste de notre vie, on va être taxé, si on sort de l'argent de l'IRA, que sur 76 000 dollars chaque année. Et donc, au lieu d'avoir sorti de l'argent d'un coup et d'être dans des tax brackets intéressants, enfin élevés, on va pouvoir être dans des tax brackets intéressants et d'avoir lissé l'impact fiscal et avoir gagné son pari de déferlement fiscal. Voici pour la problématique du 401K et des solutions qu'on peut trouver dans un IRA notamment. Parlons maintenant de stratégie de retraite, afin d'être dans la situation la plus, on va dire, optimale que l'on peut être. Parce que l'objectif, qu'on a un montant de capital, on a un montant de patrimoine sur lequel on va pouvoir compter. Mais l'objectif, c'est que chaque dollar qu'on mette de côté puisse jouer le plus de rôle possible et qu'il ait le plus d'impact durant votre vie et potentiellement d'un point de vue successoral. Eh bien, analysons déjà la stratégie classique à la française de retraite. On va essayer en phase d'accumulation d'accumuler un maximum de richesses, que ce soit financièrement, au niveau immobilier, au niveau du cash à la banque, au niveau de comptes de retraite. On va essayer d'accumuler un maximum de patrimoine qu'on aura diversifié, optimisé fiscalement et sur lequel, à terme, on va vivre des revenus générés par ce patrimoine. On va essayer de garder le capital assez intact. Pourquoi? À cause du risque de longévité. On a l'opportunité de vivre une très longue vie, potentiellement 25, 30, 40 ans, hein. Philippe nous parlait notamment de marathon. En effet, si cela devait durer une longue période de temps et en plus on ne sait pas exactement combien ça va coûter, la plupart des gens vont se dire je vais essayer de garder mon capital assez intact et de vivre des revenus générés. Imaginez que vous avez accumulé un patrimoine immobilier, vous allez garder l'immobilier, vivre des rentes et essayer d'augmenter le loyer chaque année pour faire face à l'inflation. Classique, c'est la meilleure stratégie à mettre en place en France. Mais la problématique de cette stratégie-là, c'est que si l'objectif est de garder le style de vie, malheureusement, cette stratégie est vouée à l'échec. Elle est vaine, je peux croiser les doigts autant que je veux pour mes parents, ça va être extrêmement compliqué, eux qui sont en France, de garder leur style de vie dans cette stratégie-là, parce qu'en France, nous n'avons pas d'alternative. C'est la meilleure stratégie à mettre en place. Mais si la problématique, c'est de garder le style de vie, ça va être extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, quand on partira à la retraite, on va faire face à une vingtaine de risques qui va mettre tellement de pression au quotidien que ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie. Je ne vais pas faire l'ensemble des 20, mais je prends en exergue les 5 majeurs. La première, c'est la longévité. Parce que simplement, le fait d'être en vie pendant une très longue période de temps et ne connaissant pas le nombre d'années, ça va être un coefficient multiplicateur de tous les autres risques. Deuxièmement, c'est la taxation. Il faut savoir qu'on est dans un bas historique ici aux États-Unis. Nous sommes à 37% au taux marginal supérieur. On était à 39,6% il y a 8 ans. 70% dans les années 70, 93% dans les années 30-40. Et avec la dette galopante qu'on est en train de vivre, est-ce que potentiellement on paiera plus d'impôts plus tard? Probablement. Et si c'est le cas, évidemment, notre net sera impacté négativement. Troisièmement, c'est l'inflation. Évidemment, il va falloir faire en sorte que notre pouvoir d'achat puisse continuer à avancer. Et quatrièmement, il y a 2 points importants, ce que j'appellerais la volatilité ou le risque. Premièrement, c'est la compréhension que les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans, c'est la zone la plus dangereuse de toute la planification financière. Si on prend une claque du marché financier immobilier dans cette zone-là, on aura beaucoup plus d'impact négatif que si on prenait la claque à 92 ans. Donc la question à se poser, quel que soit notre âge, comment puis-je dès maintenant, à l'heure où on se parle, déjà réduire l'impact de l'ordre de rendement? Et on va y répondre aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est le risque en lui-même. Générer du 5% en ce moment, probablement sans problème. On peut générer du 4% sans risque en ce moment et liquide. Si je dois générer du 6, 7, 8%, 9% chaque année pour le reste de ma vie sans aucune année négative, là, ça commence à être un problème et potentiellement un risque. Et donc ça, ce sont les 5 risques majeurs. Les autres 15 risques, c'est l'augmentation des coûts de la santé, les problématiques de sérénité, les problématiques de transfert d'argent à l'international et ainsi de suite qui va mettre de la pression au quotidien sur notre capacité à garder notre style de vie. L'avantage que nous avons, c'est que nous sommes résidentes fiscales américaines aujourd'hui, peu importe où on sera à l'avenir. Et ça va nous permettre de pouvoir changer la donne, de rentrer dans 3 stratégies patrimoniales, dont celle à la française, qui est classique, qui a ses vertus, mais elle doit être couplée de 2 stratégies qu'on s'appelle de flooring et de bucketing. Et les avantages de coupler ces 3 stratégies-là, c'est pas non, j'en fais qu'une, ou je fais celle-ci, ou j'en fais 2. L'objectif que vous devriez avoir pour votre famille, c'est d'avoir ces 3 stratégies couplées pour pouvoir vous permettre de générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Ce n'est pas un pick and choose. Il s'agit de mettre en place ces 3 stratégies. La première, on l'a vu, stratégie la française, on a du capital diversifié, on va générer du revenu de ce capital-là. Très bien. Mais elle doit être couplée de 2 stratégies absolument fondamentales. La première, c'est ce qu'on appelle une stratégie de flooring.
Qu'est-ce que c'est? La flooring, c'est simplement de reconnaître que dans nos vies, nous avons deux types de dépenses. Nous avons les dépenses de base, sur lesquelles on a besoin de ce paycheck qui arrive tous les mois, et on a chacun un chiffre qui est différent. Pour quelqu'un, ça peut être 3 000 $ par mois, pour quelqu'un, ça peut être 8 000, pour quelqu'un, ça peut être 20 000, peu importe. C'est très personnel, mais si ce montant rentre tous les mois sur notre compte, on va pouvoir voir les choses venir. Si par exemple, sur votre montant, c'est 10 000 $ par mois, si vous avez 10 000 $ par mois qui rentrent pour le reste de votre vie, garanti, eh ben, vous allez déjà pouvoir souffler et le reste de vos actifs va pouvoir être focalisé sur vos dépenses discrétionnaires, le fun money, les enfants, les petits-enfants, voyager, etc. Mais déjà, c'est de faire en sorte que vous avez des revenus garantis à vie. Et pour ce faire, nous avons 5 sources de revenus. La sécurité sociale française, les complémentaires de retraite française, la sécurité sociale américaine, les pensions, si vous avez encore la chance d'avoir un employé, excusez-moi, un employeur qui a mis un pension plan pour vous pour la retraite. Si vous êtes self-employed, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez également mettre ça en place pour vous. Et dernièrement, c'est la mise en place d'annuities, comme on l'a vu, ou notamment les income annuities, vous allez avoir des revenus garantis à vie. Si le cumul de ces 5 sources fait que vous avez des revenus garantis à vie pour le montant sur lequel vous allez être confortable, eh ben c'est déjà la première étape. L'idée, c'est de mettre en place une stratégie qu'on appelle de bucketing. Et ça, c'est simplement la compréhension que dans notre vie, à la retraite, ce n'est pas qu'une seule phase. C'est pas genre on a eu la phase d'accumulation et maintenant nous avons la phase de retraite. Non. Généralement, nous avons 3 phases à la retraite. Premièrement, c'est ce que j'appelle les go-go years. Nous avons la santé, la mobilité, les enfants, les petits-enfants, on souhaite en profiter un maximum. Et c'est probablement la période de notre vie où on va dépenser le maximum probablement d'argent. Et je vous souhaite, parce que vous pouvez faire un maximum. Et si on a pris notre retraite, c'est qu'on a la capacité de se lever le matin et qu'on souhaite faire ce que l'on souhaite. Et ainsi, ça va potentiellement demander des capitaux pour pouvoir le faire. Très bien. Et je souhaite que cette période-là dure le plus longtemps possible. Mais malheureusement, on va commencer par passer par une deuxième phase qu'on appelle les slow goers. On va perdre en mobilité, en motricité. On va commencer à se replonger dans les livres, dans Netflix. Et à ce titre, on va dépenser probablement un petit peu moins d'argent. Et enfin, malheureusement, c'est la dernière phase de notre vie, ce qu'on appelle les no-go years. Les pépins de santé vont se développer, on va commencer à être alité. Et donc, évidemment, les besoins financiers liés à la santé vont augmenter massivement. Mais également, peut-être qu'on laisse peut-être laisser quelque chose à notre famille derrière nous, ce qu'on appellerait ce legacy, de pouvoir laisser un impact derrière nous, à notre famille, et donc les besoins financiers réaugmentent en fin de vie. Et donc c'est comme une courbe du sourire au niveau des dépenses. On va dépenser pas mal d'argent, puis un petit peu moins, et de nouveau plus d'argent. Et donc si on peut être organisé, granulaire sur la manière de pouvoir potentiellement dédier certains actifs à certaines phases de vie, si par exemple on va mettre un pourcentage de nos actifs pour par exemple les slow go no go, et ben le reste des autres actifs vont maintenant pouvoir être dépensés, à la fois le capital et les intérêts, dans les go-go et les slow-goers, quand on en a le plus besoin. Au lieu de vivre uniquement des intérêts de notre patrimoine, on va pouvoir focaliser un montant d'argent sur lequel on sait qu'on va dépenser cet argent dans les 15, dans les 20 premières années de notre retraite, et ainsi on va taper à la fois dans le capital et les intérêts, et de pouvoir augmenter massivement nos revenus de retraite au moment les plus importants de notre retraite. Faisons un point rapidement, et je conclurai là-dessus. Au lieu d'une stratégie classique à la française qui va ressembler à ça, on accumule un certain niveau de patrimoine qui représente 100% du patrimoine financier, immobilier, diversifié, et on va essayer de vivre des revenus de ce patrimoine-là. Assumons par exemple 5% net de frais d'impôt. Si vous avez 1 million de dollars, 50 000 $ de revenus, 2 millions, 100 000, et ainsi de suite. Stratégie classique à la française, et on a vu qu'à cause des 20 risques, ça va être très compliqué de garder le style de vie. Donc, quelle est l'alternative à notre disposition? Eh bien, dans un premier temps, ce n'est pas grand-chose. Donc, au lieu d'avoir 100% de notre patrimoine, l'idée, c'est d'avoir que 80%. Et c'est exactement les mêmes actifs, financiers, immobiliers, cash à la banque, etc. Mais on a pu s'organiser un tout petit peu plus et faire en sorte d'avoir un autre actif ici, de 20%, dans l'idéal entre 20 et 25%, qui est un actif qui est garanti. C'est une fondation solide qui est garantie d'augmenter pour le reste de notre vie. Et dans notre analyse, à la fois en France, aux États-Unis, des solutions qui puissent jouer ce rôle-là,
ce qu'on appellerait de ce rôle de anchor, de cette garantie. C'est un instrument d'assurance vie ici aux États-Unis, qu'on appellerait WALI ou Whole Life Insurance ou Cash Value Life Insurance, qui est un instrument qui est très précis et qui est garanti d'augmenter. Et il y a quatre caractéristiques majeures de cet instrument. C'est un instrument qui nous permet d'être garanti d'augmenter, qui nous permet de faire face à l'inflation, qui est tax-free, c'est-à-dire que dès qu'on met $1 dedans, il n'y a plus jamais de fiscalité, peu importe où on habitera dans le monde quand on l'utilise de manière proactive. Et dernièrement, il y a un effet de levier également d'assurance décès et qui sera payé notre décès. Donc, c'est un montant supplémentaire qui sera donné pour notre famille. Mais pendant tout ce temps, cette cash, cette liquidité est disponible pour moi et ma famille. Et bien, stratégiquement parlant, comme cet instrument a ces caractéristiques-là, on va essayer de s'abstenir, autant qu'on puisse le faire, de ne pas toucher à cette liquidité pendant les 20 premières années de la retraite. Donc, imaginez que vous prenez votre retraite à 60 ans. Entre 60 et 80 ans, on va essayer de s'abstenir de toucher à cette liquidité-là. Et bien, doucement mais sûrement, ça va augmenter à 55%. Et en cas de décès, je laisse 75% derrière moi. Et ben, comme c'est sûr que je puisse compter là-dessus, j'aurai assez d'argent pour tranquillement finir le vieux jour à partir de 80 ans plus. Et derrière moi, je laisse de l'argent avec un effet de levier et des avantages fiscaux derrière moi. Comme j'ai assuré ma fin de vie, c'est 80 ans plus grâce à un montant d'argent dédié, maintenant j'ai la permission, ce qu'on appelle le permission slip, de pouvoir dépenser à la fois le capital et les intérêts, non pas sur un nombre d'années indéfini, mais sur un nombre d'années défini. Et ça change la donne. Parce que maintenant, 80% de mon capital, je vais pouvoir dépenser à la fois le capital et les intérêts, et non pas uniquement vivre que des intérêts de 100%. Et donc, on va prendre beaucoup moins de risques. Évidemment, on a moins de capital petit à petit, donc on aura moins d'intérêts, moins de revenus générés par ce capital, donc on va payer moins d'impôts par défaut, peu importe où le capital se trouve et peu importe où j'habite, parce que j'ai moins de capital, donc moins de revenus, donc moins d'impôts sur le revenu généré par ce capital. Je vais prendre moins en moins de risques, donc déjà en termes d'ordre des rendements, j'ai déjà moins de capital à risque, et puis petit à petit, je vais dépenser mes actifs les plus risqués pour me retrouver dans une situation complètement sécurisée. Qu'est-ce que j'ai pu accomplir? J'ai généré plus de revenus, j'ai payé moins d'impôts, j'ai j'ai pris moins de risques et j'ai assuré ma succession. Et pour finir là-dessus, il y aura une partie de ces 80% qui sera potentiellement, imaginons que vous avez de l'argent qui est dans votre 401(k) également à hauteur par exemple de 20%, ben vous aurez 60% ici à dépenser capital intérêt, mais les 20% ici, c'est eux qui sont par exemple dans un 401(k) qu'on mettrait dans un AEE et qu'on positionnerait par exemple dans un FIA qui lui va créer ce flooring, ces revenus garantis à vie sur lesquels vous pourrez toujours compter et qui va se rajouter au montant de sécurité sociale française et américaine sur lequel vous allez pouvoir toucher pour le reste de votre vie. Et ça, ce sera votre flooring garanti. Et les autres 60% ici, c'est ce que vous allez pouvoir dépenser sur un nombre d'années défini, à la fois le capital et les intérêts, parce que vous savez que vous avez assez d'argent pour finir vos vieux jours juste pour le fun money, parce que le capital les revenus ici garantis continueront à tomber, et cela pour le fun money, et lors du décès, vous laissez un effet de levier défiscalisé, ou en tout cas avec des avantages fiscaux à votre famille derrière, et donc vous avez pu optimiser. Donc ça, pour conclure, c'est trois stratégies, à la fois stratégie la française, on va quand même gérer le risque et générer du revenu sur les actifs. On va également avoir ce flooring et on va mettre en place une stratégie de bucketing. C'est encore une fois, je le répète et c'est capital, c'est la combinaison de ces trois stratégies sur lesquelles vous allez pouvoir être en position de force, que les marchés soient en hausse, que les marchés soient en baisse. Vous avez déjà une stratégie qui est en place et ça se met en place le plus rapidement possible. Si vous pouvez commencer à 25 ans, à 30 ans, faites-le. On sera là pour vous accompagner, mais il n'est pas trop tard. On continue aussi à accompagner les gens qui ont déjà 70 plus. Donc il n'est jamais trop tard, mais sachez qu'il y a des manières de pouvoir préparer l'avenir et il y a des manières qui sont plus efficaces que d'autres. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions. J'ai mis aussi dans le chat le lien pour prendre rendez-vous avec nos experts si jamais vous n'avez pas réussi à scanner les QR codes. Euh, Allez, on va essayer de répondre aux questions de préférence les plus courtes et qui peuvent donner des informations à tout le monde. La première, c'est Françoise. Elle nous dit qu'elle a très peu travaillé en France. Elle a une retraite de moins de 300 euros sur la France et donc elle voulait savoir si une aussi petite retraite française ne serait apparemment pas imposable en France. Est-ce qu'elle doit quand même la déclarer en France et aux États-Unis?
Alors, la réponse est non. Enfin, en France, la réponse est non, puisqu'en fait, elle sera au niveau des abattements, comme j'ai évoqué tout à l'heure, un prélèvement libératoire. Donc, il y aura zéro imposition à partir du moment où elle n'a pas d'autre retraite française, mais ce qui n'est pas le cas. Et du côté américain, non, il n'y aura pas de déclaration à proprement parler à partir du moment où c'est une retraite publique. Moi, j'aime bien faire personnellement le formulaire fiscal 8833 pour la convention fiscale, mais c'est pas obligatoire. Donc, la réponse aux questions, c'est non, il n'y a pas d'obligation déclarative particulière. Alors, we have a question in English from Martin. What if our social security number in France is not valid anymore? What do we do? Le numéro de sécurité sociale français est toujours valable pour la retraite. Il est pas plus valable pour l'assurance maladie, mais il est valable pour la retraite. And Martin, yes, you will be getting all the Mm. info in 24 hours directly in your email. Et, Uh, Martine, je crois qu'elle a pris rendez-vous avec moi. On a un rendez-vous en janvier pour parler de sa situation. okay, perfect. So Martin, I'll let you get all the answers directly during that meeting. On a une question de Martial. Lorsque vous dites décote selon la durée de carrière pour la retraite française, cette durée est-elle calculée en ajoutant les trimestres français et les trimestres américains? Absolument. On va additionner votre trimestre français, votre trimestre américain, et on va voir si vous devez justifier de 172 trimestres, combien de trimestres il manque pour atteindre les 172. Et la décote, elle sera calculée en fonction du nombre de trimestres manquants pour atteindre ces 172, et la décote est limitée à 20 trimestres. Parfait. On a une question de Stéphanie. Est-ce que les trimestres accordés à l'éducation comptent si les enfants sont nés aux États-Unis? Oui, les 8 trimestres, enfin jusqu'à 8 trimestres de validés pour chaque enfant, pour les mamans, les mères de famille, qu'ils soient nés en France ou n'importe où dans le monde. Il n'y a pas de condition de lieu de naissance. Question de Martial. Que se passe-t-il si il y a des trimestres identiques, donc les mêmes trimestres en Social Security et en France, activité salariée aux USA et profession libérale en France? Alors, vous avez cotisé dans les deux pays, vous avez validé 4 trimestres en France, 4 trimestres aux États-Unis sur une même année. Donc, sur une année civile, on va vous compter que 4 trimestres au niveau de la reconstitution de carrière, mais au niveau des calculs des pensions, chaque pays tiendra compte de l'intégralité des périodes cotisées. Donc, c'est pas versé à fond perdu, il n'y en a pas une qui va être diminuée à cause de l'autre. Parfait. Un auditeur anonyme qui nous dit, je suis né en 1965, j'ai suffisamment de trimestres. Puis-je toucher ma retraite française avant 63 ans? Je travaille aux États-Unis. Alors, avant 63 ans, c'est possible dans le cadre des carrières longues, donc il faut voir si vous remplissez les conditions des carrières longues. Donc, c'est en règle générale des personnes qui ont commencé à travailler jeunes pendant leurs études, en apprentissage, en alternance ou autre. Donc, il faut voir. Peut-être revenez vers moi et on regardera précisément si vous remplissez les conditions. Alors, bonjour Olivier, j'espère que tu vas bien. Euh, donc, il nous dit, merci Philippe pour cette présentation sur la Social Security. Et donc là, c'est plutôt sur la Social Security américaine. Il dit que le système était à risque à partir de 2031-2032. Donc, est-ce que vous pensez qu'elle aura du mal à maintenir le montant servi pour les retraites? Est-ce que vous avez plus d'informations à ce sujet, par hasard? Un des trois. Alors moi, j'ai pas d'informations particulières à ce sujet. Ça fait 30 ans que je travaille dans la retraite. Ça fait 30 ans que j'entends le même refrain de dire que les régimes vont s'effondrer. Les régimes se réforment, les retraites sont revues à la baisse le plus souvent, mais ça impacte rarement les retraités déjà retraités, les personnes qui perçoivent déjà une retraite. C'est plus sur les retraités futurs que les choses se passent. Voilà, après, on est à l'abri de rien. En Grèce, ils ont baissé quand il y a eu la réforme avec le FMI, ils ont été obligés de baisser les pensions et autres. Donc, on est à l'abri de rien. Donc, je ne sais pas au niveau États-Unis, Olivier, si tu entends parler de choses particulières sur la pérennité du système de retraite de la Social Security américaine.
Non, 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 il y aura un problème de déficit, hein, ça c'est évident, de toute façon. Mais on ne sait pas ce qui se passera encore demain. Et que, comme tu le dis, d'ici là, ça peut changer. Mais c'est sûr il y a un risque, il y a un risque réel de toute façon. Mm. Mais on Parfait. imagine mal que le système capote. Je veux dire, il y a trop de personnes qui sont dépendantes de Oui, ce. Voilà. Donc, socialement, ça serait une bombe à retardement. Après, que les choses évoluent et qu'on réforme le montant des pensions et autres, c'est certain qu'on y sera amené. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous dit, peut-on cumuler la convention France-US avec les accords européens? Exemple du carrière France-Luxembourg-US. Non, c'est pas possible. Alors, France-Luxembourg-US, peut-être, parce que la convention luxembourgeoise est une convention tripartite, donc peut-être, mais à vérifier. Revenez vers moi, monsieur, je vérifierai dans les textes. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous dit j'habite aux États-Unis, j'ai consulté mon compte assurance retraite récemment. Je travaillais en France il y a très longtemps. Mon profil sur mon compte porte la dernière adresse où j'ai habité en France il y a très longtemps. Dois-je mettre mon profil à jour avec mon adresse actuelle aux États-Unis? C'est pas indispensable. Je veux dire, au moment de la, vous pouvez très bien mettre votre adresse américaine. Il faut que vous respectiez une case particulière. Pas mettre de virgule quand vous tapez votre zip code et autres. Donc, voilà, vous pouvez le faire. C'est pas indispensable. Aujourd'hui, les informations sont disponibles online. Et au moment où vous ferez votre demande de retraite, de toute façon, votre adresse aux États-Unis sera prise en compte. Donc, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Parfait. On a une question de Françoise. Y a-t-il une différence fiscale si ma retraite française est versée sur mon compte bancaire en France ou aux États-Unis? non, aucune. Voilà, ce qui fait foi, c'est le revenu en lui-même. Donc, peu importe où les versets, que ce soit en France ou aux États-Unis, il y aura les mêmes conséquences fiscales. Jean-Philippe, bonjour. J'ai deux questions. J'ai travaillé aux USA et en France. Je vis maintenant en France. Je vais prendre ma retraite en France. Puis-je partir à l'âge légal en France? 63 ans et 9 mois, je pense. Et seulement à 67 ans aux États-Unis. Le versement de la retraite US peut-il se faire sur mon IBAN en France? Merci pour ce webinaire et ces informations. Alors oui, vous pouvez dissocier la perception de votre retraite française et américaine. Vous pouvez très bien démarrer par votre retraite française, attendre 67 ans pour percevoir la retraite américaine à taux plein, ou même plus tard si vous le souhaitez. Et oui, la Social Security pourra vous faire des paiements directement sur un compte, un IBAN français. Après, vous aurez des frais de change qui seront à votre charge parce que la Social Security mettra un paiement en dollars. Un auditeur anonyme qui nous demande, pour demander ses retraites complémentaires en France, doit-on attendre que le dossier de retraite principal soit en cours? Délai si demande par formulaire SSA 2490. Alors oui, effectivement, juste répondre à quelques autres questions, effectivement, demander la retraite française depuis les États-Unis, ça implique de respecter la Convention de sécurité sociale, de déposer la demande auprès de la Social Security avec le formulaire 2490. Ça entraîne des délais très longs pour l'instruction de la demande, entre 12 et 18 mois pour finaliser un dossier, voire plus dans certaines situations. Vous devez initier quasiment en même temps la retraite complémentaire. Tout dépend de la date d'effet à laquelle vous souhaitez avoir vos pensions. Si vous souhaitez avoir vos pensions au 1er janvier 2026, il faut que les demandes soient reçues avant le 31 décembre. Donc, effectivement, vous devez, même si on met un an pour les obtenir, vous aurez des paiements rétroactifs, mais il faut que les demandes soient reçues avant le 31 décembre. Donc, vous pouvez initier en même temps la demande après de la Social Security pour la France et pour les retraites complémentaires. Parfait. Un auditeur anonyme nous dit, je n'ai pas une retraite française complète ayant travaillé aux États-Unis. Est-ce que l'accord franco-américain me permet une augmentation de ma retraite française? Non, l'accord américain ne vous permet pas d'augmenter le montant de votre retraite française. Il vous permet de le percevoir plus tôt si vous remplissez les conditions du taux plein ou si vous vous rapprochez du taux plein. Donc, des gains de mois de pension, mais sur le montant de la retraite, non, il n'y a pas d'impact.
pense une question pour toi, Olivier. Est-ce que l'État de New York taxe les retraites françaises? Non, à partir du moment où elles ne sont pas déclarées au niveau fédéral, l'État de New York se cadrera sur le niveau fédéral, donc il n'y aura pas de taxation de ces retraites françaises. Alexandre, je pense que c'est pour toi, un auditeur anonyme. Pour une annuité, si le décès intervient après la prise de rente annuelle, mais avant l'épuisement de la valeur du compte, le solde revient-il aux héritiers ou est-il perdu? Il revient aux héritiers. Et heureusement, parce que c'est Alors, il en existe encore, et c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était le cadre dans lequel on vivait. On mettait un capital, on a une rente, si on décède, il n'y a plus rien. Bah, c'est compliqué de prendre une annuité dans ce cadre-là, parce que là, c'est une pression qui est énorme. De nos jours, ce que l'on trouve, c'est que le capital reste investi, et ce sera la valeur si on veut arrêter le contrat, mais également la valeur lors du décès. Évidemment, si on a épuisé cette valeur-là parce qu'on a tiré maximum de revenus pendant 20, 25, 30 ans et que la valeur du compte est à zéro, bah déjà, si on continue notre vie, on touche le revenu. Mais si la valeur du compte est à zéro, évidemment, on laisse rien derrière nous. Mais ce serait exactement la même chose dans un compte classique. Si vous avez un compte classique et il y a décès, la valeur réelle du compte classique passe au bénéficiaire. C'est pareil pour le contrat d'annuité. On a une valeur réelle de compte classique. Si cette valeur est positive, elle passe au bénéficiaire. Si elle est à zéro, c'est zéro. Mais là, l'avantage, c'est que s'il tombe à zéro, bah, nous, on continue à toucher les revenus garantis. Et ça, donc, on gère ce qu'on appelle le risque de longévité. Et parce qu'on a un rendement supplémentaire qu'un compte classique qu'on appelle de mortality credit. J'en profite aussi parce que on avait reçu une question par email de Jean-Claude. Quelle est la meilleure option, meilleur taux de change, meilleure fiscalité pour recevoir de l'argent de son 401(k) en France? Bah, peut-être, Romain, tu veux peut-être parler d'intermédiaire de change, partenaire Euh, de French Bon, Morning? on travaille énormément avec OFX depuis des années. Je pense le feedback est très très bon jusqu'à présent. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Je pourrais mettre le lien dans le chat. C'est des spécialistes en transfert de devises. Et Euh, Et donc la manière à laquelle ça fonctionne, c'est vous transférez l'argent de votre 401(k) vers, vous sortez les fonds et donc il y a un impact fiscal à ce moment-là. Vous sortez les fonds vers le compte bancaire et du compte bancaire, vous avez un intermédiaire de change qui va vous permettre de faire votre transfert vers n'importe quelle devise, la France notamment. Et comparé aux banques, généralement, on voit des économies de transfert d'argent international. Tout à fait. Question de Fabrice, je pense pour Olivier. Peut-on cumuler la convention FR-US avec les accords européens ou c'est peut-être pour toi, Ouais, Philippe? c'est pour Philippe, ouais. Exemple d'une carrière FR, luxe, US, mais on a déjà répondu à cette question en fait. Pardon. Euh, Stéphane, pour éviter les 30% de retenue sur le 401(k) IRA, dois-je fournir le W8 BEN chaque année pour ne payer que 15%? Alors, par défaut, non, parce que n'oubliez pas ce que je vous évoquais, hein, les retraites sont taxables dans lieu de cotisation. Donc là, on aura le droit interne qui s'appliquera. On n'aura pas de convention fiscale particulière, parce que n'oubliez pas que la W8, c'est surtout si je veux bénéficier d'une réduction du taux à la source. Donc, dans votre cadre à vous, vous aurez 30% de retenue à source, mais attention, ce n'est pas libératoire. C'est que ces 30%-là seront un crédit d'impôt, en fait. Et dans un deuxième temps, vous allez effectuer une déclaration de non-résident. On va calculer l'impôt définitif et le différentiel d'impôt sera remboursable. Donc, entre les 30% que vous avez payé en avance et l'impôt définitif calculé, vous serez remboursé au niveau, dans la liquidité au niveau fédéral. Donc, il y aura pas de réduction dans la retenue à la source à proprement parler, puisqu'on reste dans une taxation exclusive du côté américain dans le cadre de la convention fiscale. On a une autre question de Stéphane pour un HSA, Health Saving Account, l'équivalent d'un IRA pour les frais médicaux, mais pas considéré dans la convention fiscale. Quel impact pour un Français non US personne avec une retraite en France? Alors, vous avez répondu juste tout de suite, ce que j'allais vous dire, vous aurez eu deux cas de figure. Si vous étiez citoyen américain, là, l'avantage, c'est que c'est comme, étant donné que c'est un produit financier, on n'aurait pas eu de taxation du côté américain, français, pardon, dans le cas de la convention fiscale. Mais étant non US personne, donc par défaut, vous n'êtes pas citoyen américain, donc vous habitez en France, ce sera malheureusement un avoir financier. Donc, toute distribution fera l'objet de la taxation des revenus capitaux immobiliers, en l'occurrence la flat tax. Donc, les revenus financiers afférents à ce HSS sont taxables en France. Parfait.
On a un auditeur anonyme pour Philippe, je pense. Pourriez-vous m'apporter des précisions concernant le WEP, donc le Windfall Elimination Provision? J'ai fait valoir mes droits à la retraite aux États-Unis en 2022 et mes prestations ont été réduites de 30% en raison de cette clause. Or, j'ai cru comprendre que la Convention de sécurité sociale franco-américaine protège contre l'application de cette disposition. Déjà, le web a été abrogé en début d'année 2025. Le Sénat et le Congrès américain ont voté en mois de novembre l'abrogation et la loi a été signée par le président Biden au mois de janvier. Donc depuis 2025, le web ne s'applique plus. Ça devait être rétroactif pour tous les retraités en 2024. Pour les retraités avant qu'ils le subissaient, pardon, il n'y a pas de remise en cause. Il est vrai que si vous avez appliqué dans le cadre de la Convention de sécurité sociale en 2022 et que grâce à la Convention, il y a eu totalisation de votre carrière, vous ne devriez pas avoir l'application du windfall sur votre retraite américaine. Donc, j'ai pas d'autres informations particulières à vous donner dans la mesure où je ne sais pas comment vous avez appliqué à votre retraite française ou américaine. Mm. Euh, N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos experts pour rentrer plus en détail. On a une question de Gladys. J'ai travaillé pendant 20 ans en France. Je ne travaille pas aux États-Unis. Est-il mieux que je cotise à la CFE en France? Donc, je suppose que Gladys est à l'étranger, mais pas aux États-Unis. Bah, Alors, ou aux effectivement, États-Unis où elle cotiser. ne travaille pas. Ouais. Quel que soit votre pays de Ah oui, résidence, vous pouvez peut-être avoir Voilà. un intérêt à cotiser à la CFE. Tout dépend de la carrière que vous avez eue en France. Est-ce que c'était une carrière longue? Est-ce que vous avez eu des bons revenus? Donc, est-ce qu'il y a des avoirs financiers en France à valoriser ou pas? Et puis, ça dépend aussi de vos scénarios de vie à la retraite. Est-ce que vous allez vivre en France? Auquel cas, vous aurez peut-être plus besoin d'argent en euros. Enfin, voilà, il n'y a pas une réponse basique, oui ou non. Il faut regarder vraiment votre projet de vie et puis surtout ce que vous avez acquis comme droit financier en France. Financièrement, c'est quand même onéreux de cotiser à la CFE. C'est entre 4 et 8 000 dollars par an. Pour cotiser, quand on n'a pas d'activité salariée, il faut avoir des enfants de moins de 20 ans. Donc, si vous n'avez pas d'enfants de moins de 20 ans et que vous n'êtes pas salarié aux États-Unis, que vous n'avez pas d'activité, vous ne pourrez pas cotiser volontairement. Donc voilà, il y a des prérequis, hein. Et oublie pas, hein, pour compléter ce que tu dis, Philippe, hein, aux États-Unis, hein, si votre conjoint travaille, même si vous ne travaillez pas, vous avez la possibilité de souscrire un IRA, hein, c'est 7 000 $ par an. Donc, ça peut aussi valoir le coup tout dépend du nombre d'années de cotisation qui vous resterait du côté américain, mais vous pourriez aussi imaginer de cotiser, pourquoi pas un IRA aussi dans ce cadre-là. parfait. Tout à fait, tout Question à fait. Vous de, avez ouais, probablement des intérêts à faire plus des choses aux États-Unis d'un point de vue fiscal. question de Marie-Hélène. Est-ce que l'administration actuelle aux États-Unis pourrait remettre en cause les conventions entre les deux pays, telles que ne plus prendre en compte des trimestres français pour obtenir 40 crédits américains? Bah, tout est possible. Après, tout est possible. Je suis pas Madame Soleil, je peux pas vous dire comment ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants politiques. Donc, c'est possible. On n'a jamais remis en cause des conventions de sécurité sociale jusqu'à présent, mais on est à l'abri de rien. Allez, c'est la dernière question. Et après, s'il y a des réponses auxquelles on n'a pas répondu, ben, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous. J'ai mis dans le chat, pour ceux qui sont sur LinkedIn, je mettrai aussi en commentaire. Vous aurez aussi un email dans 24 heures qui vous renverra les liens pour prendre rendez-vous. Pour les gens qui nous regardent sur YouTube, c'est juste en bas. Il y a beaucoup de gens qui regardent en replay, je sais, sur YouTube. Donc, il y aura aussi les liens pour prendre rendez-vous avec nos experts. Dernière question de Christian. Comment puis-je cotiser à la Social Security française pour avoir les 60 trimestres afin de qualifier à l'assurance maladie? Vous allez sur le site de la Caisse des Français de l'étranger et vous avez un onglet retraite et vous pouvez remplir un bulletin d'adhésion. Donc, je rappelle que pour cotiser à la CFE vieillesse, il faut être salarié aux États-Unis. Donc, si vous êtes salarié, vous pouvez cotiser volontairement jusqu'à avoir atteint les 60 trimestres pour vous garantir une couverture maladie en France.
N'oubliez pas que cette couverture maladie en France, qui nécessite 60 trimestres, c'est uniquement si vous gardez votre résidence principale aux États-Unis. Si demain vous décidez de rentrer vivre en France, la condition de 60 trimestres n'est pas exigible et au bout de 90 jours, vous serez automatiquement assuré maladie en France. Merci. On a bien dépassé le temps qu'on s'était donné, donc on va conclure là-dessus. Pour les gens qui ont besoin de créer un compte sur OFX pour les transferts, j'ai mis aussi le lien dans le chat. Merci encore à tous les trois d'avoir pris pratiquement 1 heure et demie sur ce sujet. Je pense qu'on vous reverra bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes si je vous revois pas d'ici là. Et du coup, à l'année prochaine. Bonne Meilleurs vœux de fête. cette Au fin revoir. d'année. Bonne fête de fin Bonne d'année. fête. Au Bonne revoir. fête.